on accueille maintenant Jacques Attali, avec beaucoup de plaisir. Jacques Attali, rejoignez-nous. Vous êtes, doit-on le rappeler, écrivain, économiste, ancien chef d'entreprise, ancien compagnon de route de François Mitterrand, et vous êtes éditorialiste dans Les Échos chaque semaine. Il y a une de vos tribunes qui nous a particulièrement attiré l'attention, Jacques Attali, titrée « L'Europe, cette très grande puissance qui s'ignore ». Et c'est intéressant parce que vous nous dites que nous avons des atouts dans beaucoup de domaines, on va en passer au crible certains, qui sont supérieurs à ceux des Américains, mais que nous n'en faisons rien d'une certaine façon, que donc nous ignorons. Alors pourquoi, vous allez nous le dire. Vous partez d'un constat, Jacques Attali, c'est la première phrase de votre tribune, la frilosité des dirigeants politiques européens face à la violence des attaques américaines est inacceptable. Est-ce qu'il s'agit en particulier de la réaction des Européens à ce document sur la sécurité nationale qui a proprement humilié l'Europe, qui vous a fait dire ça et ça s'inscrit dans une longue histoire, mais en effet la façon courtisane et lamentable avec laquelle les dirigeants européens ont répondu m'a attristé. C'est un petit peu comme un monsieur ou une dame qui est quitté par l'autre et qui refuse d'entendre qu'il est quitté et s'accroche comme si il espérait encore maintenir un couple qui n'existe pas. Mais le couple avec les Américains n'existe plus depuis au moins le début de la présidence Obama, sinon bien avant. Les Américains ont une réalité indépendante de nous et ils sont très contents de nous considérer comme des marionnettes qu'ils soutiennent quand ils ont envie de nous soutenir. Alors aujourd'hui c'est plus clair, mais on n'a pas pris conscience de ce que, bien que nous soyons très dépendants d'eux sur certains domaines, j'y reviendrai peut-être, il y a beaucoup de domaines, en particulier militaires, où nous sommes meilleurs qu'eux. Alors on va passer, on va faire un petit résumé rapide de votre tribune, si vous voulez bien, puisque vous dites que l'Europe est plus forte que les États-Unis dans de nombreux domaines. Alors d'abord, la première des 3 cartes maîtresses qu'on a identifiées dans votre tribune, c'est d'abord une forme de modèle européen qui concerne le système de santé. On va le voir s'afficher. La liberté de la presse, l'éducation, système politique. Ça vous paraît déjà constituer des valeurs, d'une certaine façon, et des organisations qui sont d'un niveau supérieur. Alors, c'est intéressant, on y reviendra, parce que l'éducation, nous, on a plutôt l'idée que ça se dégrade. Vous dites par rapport au système américain. C'est toujours en comparaison au système américain. Il ne faut pas confondre. Il est meilleur. Je passe les 3 autres, si vous voulez bien, les 2 autres. Les capacités industrielles. Alors là, c'est étonnant parce que c'est quand même assez impressionnant. L'aéronautique, l'automobile, ferroviaire, mais pas seulement nucléaire civil, environnement, chimie, tous ces domaines-là, vous dites qu'on est meilleur que les Américains. Et enfin, dans le domaine de la défense. Et là, vous citez des armements précis dans lesquels on est le meilleur. Or, c'est quand même la plus grosse armée du monde, de la plus grosse économie mondiale. Mais les chars, l'artillerie, certains missiles, la défense antiaérienne, avions de combat, armes navales, vous dites, là, on peut être meilleur. On est meilleur. Alors, on n'est pas les meilleurs dans la quantité produite, vous le dites. Mais bon, tout ça, ce sont des atouts dont nous n'avons pas conscience. Et ils sont réels, c'est pas des illusions. Oui, c'est ça. Ça fait longtemps qu'on est très bon dans certains domaines, la France en matière d'armement, d'autres pays dans d'autres domaines, mais on n'en a pas conscience tout simplement parce qu'on est resté, en tout cas beaucoup de pays, moins la France que d'autres, sous le sentiment que les Américains sont là pour nous défendre et qu'on n'a pas besoin de faire plus puisqu'ils sont là. Mais ils ne sont pas là. Et même quand on croyait qu'ils étaient là, ils ne sont pas là parce que les armements américains ne sont à notre disposition que quand on n'en a pas besoin. Quand on en a besoin, il y a brusquement plus de pièces détachées, plus de réparations, le bouton qu'il faut tourner ne se tourne pas. Les Anglais n'ont pas d'armée indépendante, puisque sans l'accord américain, ils ne peuvent rien faire. Et la France est le seul pays d'Europe qui a cette indépendance. Mais nous avons quand même les Allemands en matière de chars, les meilleurs du monde, les Français en matière d'aviation et en matière navale, dans même des systèmes de missiles, même dans certains systèmes de drones. Mais il ne faut pas oublier non plus que je n'ai pas cité dans cet article, mais la meilleure armée d'Europe aujourd'hui, c'est l'armée ukrainienne.
C'est l'armée ukrainienne. Qui est la plus efficace et en plus qui est dotée de ce qu'on appelle le fighting spirit, la volonté de combattre, que peut-être nous manque, comme elle manque d'ailleurs aux Américains. Alors, qu'est-ce qui empêche les Européens de se regarder comme vous la décrivez ? Effectivement, en étant conscient de sa supériorité. Est-ce que elle est aveuglée par une forme de nostalgie de ce qu'elle n'est plus ? Non, je pense. Au lieu de regarder ce qu'elle est encore. Je pense qu'elle est surtout, pour une partie d'entre elles, très contente d'être sous le parapluie américain. On n'a pas besoin. C'est le confort. Oui, c'est le confort. On n'a pas besoin de dépenser de l'argent en matière de défense. C'est le cas des autres. Non, ça est en train de changer. Et donc, mais si on arrive enfin à intérioriser cette phrase que je répète depuis 20 ans, nous sommes seuls. Et que grâce à Poutine et à Trump, qui de ce point de vue sont de formidables pédagogues pour nous, et qu'on arrive à comprendre enfin que notre solitude est une nécessité et une chance, on peut, je pense, devenir avoir les moyens d'être une vraie puissance. Donc vous dites que c'est rattrapable, dans le fond. C'est plus que rattrapable, puisqu'on y est. Il nous manque deux domaines majeurs. Il nous manque tout le domaine du digital, sur lequel on n'est vraiment pas bon, et c'est vraiment crucial. Et il nous manque tout ce qui est en amont du digital, c'est-à-dire la souveraineté dans les matériaux critiques et les systèmes de raffinage qu'on n'a pas, mais qui sont rattrapables. Et c'est rattrapable, sauf que vous dites que, à force de ne pas se faire confiance, on a intériorisé cet esprit de défaite face aux Américains. C'est pour ça que je vous demande si c'est rattrapable. C'est pas de défaite, c'est de soumission. Il n'est de pire combattant que celui qui intériorise sa défaite avant même que ne commence la bataille. Voilà. Nous sommes un peu dans cette situation. Exactement. Nous sommes, bon, les Américains sont plus forts que nous, on n'est peut-être pas vrai, c'est simplement pas vrai. Tous ceux qui travaillent dans ces domaines le savent, c'est pas vrai. Et pour ça, il faut en prendre conscience. Et ce qui se passe aujourd'hui, aujourd'hui même à Bruxelles, on est très important. Si on n'est pas capable de se mettre en ordre de bataille pour soutenir les armées ukrainiennes, si on n'est pas capable de se mettre en ordre de bataille pour créer les conditions d'une souveraineté européenne qui ne peut pas être une souveraineté nationale, on n'a pas les moyens à l'échelle d'aucun pays d'Europe, même si les Allemands vont essayer de devenir crédibles, mais tous ensemble, on en a les moyens. Et non seulement on en a les moyens, mais c'est une nécessité. Les Américains ne sont plus là. Vous dites tous ensemble, est-ce qu'il ne manque pas, pardon, et je vous passe évidemment la parole, mais est-ce qu'il ne manque pas un leadership quand même ? Bien sûr. Est-ce qu'il ne manque pas un Delors ou quelqu'un qui incarnerait... On est 27 pays, c'est une forme de faiblesse aussi. Non, c'est pas une faiblesse. Politiquement. C'est d'abord la raison pour laquelle les Américains nous attaquent, c'est parce qu'on est le même genre de pays qu'eux, mais nous on est une démocratie et pas eux. Donc ils détestent ça, comme les Russes. Vous parlez des Américains. C'est encore une démocratie. Je ne crois pas. De moins en moins. De moins en moins, mais... Non, je ne crois pas. Avec M. Trump, c'est une démocratie néronienne, si vous voulez, mais c'est plus une démocratie. Néronienne. Et les Russes ont la même attitude à l'égard de l'Ukraine que les Américains à notre égard. C'est-à-dire c'est un pays qui lui ressemble, mais qui est une démocratie, donc c'est insupportable. Comme d'ailleurs les Chinois à l'égard du Taïwan ou les Algériens à l'égard du Maroc. Il y a cette crainte du voisin qui vous ressemble et qui est une démocratie, ce que vous n'êtes pas. Toutes nos qualités sont des source de jalousie des Russes comme des Américains à notre égard. Nous, on est plutôt complexés. Oui. Les Européens se vivent plutôt dans un complexe d'infériorité. Vous avez dit tout à l'heure qu'en matière d'éducation, nous étions très mauvais. En France... J'ai dit qu'on le ressent comme ça. En France, je ne parle pas de l'Europe. En France, on est, dans certains domaines, pas bon, mais le meilleur système d'éducation du monde, c'est le finlandais. Reconnu par toutes les institutions internationales. On est tiré par les Finlandais. Mais pas seulement. Les Hollandais. Si vous prenez le classement, prenez 80 domaines. Et vous regardez, il y a des classements qui sont faits par des institutions dans tous les domaines du monde. Prenez n'importe quel domaine. Donnez-moi un domaine au hasard. C'est toujours 3 pays d'Europe ou 3 villes d'Europe qui sont en tête. Partout. Ou alors de l'Europe du Nord, du Sud, c'est-à-dire la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Mais sinon, on est devant tout le monde. La question du leadership que je vous posais ? Oui, c'est un problème. Nous n'avons pas de leadership. On n'a plus de leadership français parce que le président est en fin de mandat. On a un leadership allemand, mais tout seul, il ne peut pas. Et d'ailleurs, il n'a de bonnes raisons de ne pas vouloir le faire tout seul, à juste titre. La commission qui pourrait le faire et qui a le temps et les moyens, etc., a créé beaucoup de maladresse et n'est pas en situation d'être aujourd'hui considéré comme légitime. Les Italiens commencent à être plus crédibles. Malheureusement, aussi longtemps qu'on n'a pas passé les caps de cette période délétère qui nous sépare des élections présidentielles françaises, il n'y aura pas de leadership européen.
Il n'y aura pas de leadership européen. Tant qu'il n'y a pas de président français ou présidente française crédible, on n'aura pas de leadership. Est-ce qu'il ne manque pas des institutions aussi ? C'est-à-dire que les États-Unis parlent d'une seule voix, vous avez raison, c'est pas nécessairement une démocratie telle qu'on la conçoit. La Russie aussi, sont des régimes autoritaires. On décide à Washington, on décide à Moscou, et partout dans le pays, on exécute. Ici, c'est vrai, 450 millions de consommateurs, des ingénieurs, des cerveaux bien faits, toute l'industrie que vous décrivez, mais il manque une espèce d'échelon, comme si la marche en avant de l'Union avait été arrêtée à un moment. Elle avance. C'est très difficile. On essaie de faire une nation du bas vers le haut et pas du bas vers le haut, comme du haut vers le bas, comme on l'a toujours fait avec les conquérants. Les Américains, c'est aussi un terme de conquête. Donc c'est très difficile. Mais on a avancé. On a fait la monnaie unique, on a fait les emprunts communs, et la défense peut être un détour triste. On aurait préféré que ça passe par d'autres choses. Pour aller vers un pouvoir politique plus légitime. La Commission est légitime parce qu'elle est désignée par des pouvoirs élus, elle est contrôlée par des pouvoirs élus, donc je ne critique pas sa légitimité. Mais une incarnation plus visible, la célèbre question de Kissinger, l'Europe c'est quel numéro de téléphone, reste valide. Mais malgré tout, s'il y avait, comme il y a eu à certaines époques, un duo franco-allemand crédible, on n'en serait pas là. Et c'est une affaire de... On a une période très charnière à passer, en espérant qu'en France, on n'ait pas un président ou une présidente anti-européenne, qui évidemment changerait tout. Mais si on n'a pas ça, je pense que l'Europe a tous les moyens de devenir une grande puissance. Mais sinon, si c'est Mme Le Pen ou M. Bardella qui passent leur temps à répéter qu'ils vont s'aligner sur les Russes, ça sera mal parti. Mais quand même, ce qu'on voit monter dans la plupart des pays d'Europe, un sentiment anti-européen. Non, pardon, c'est pas vrai. Regardez tous les sondages. Par des partis ouvertement anti-européens, soutenus donc désormais de façon explicite à la fois par la Russie et par les États-Unis de Donald Trump. Est-ce que vous êtes sûr, vous qui êtes un Européen convaincu depuis très longtemps, est-ce que vous êtes sûr qu'encore aujourd'hui, le sentiment européen, c'est-à-dire que les citoyens d'Europe, de l'Europe géographique, se sentent réellement citoyens européens, est-ce que vous êtes sûr que ça existe encore et que c'est aussi fort qu'avant ? Tous les sondages confirment qu'à plus de 75-80% partout en Europe, les Européens sont pro-européens. Les pays qui étaient hostiles, ou les partis qui étaient hostiles, prenez le cas italien, ils sont ralliés. Maintenant, elle est plus pro-européenne que n'importe qui. Il n'y a aucun pays qui veut quitter l'Union européenne. Il y a 8 pays, au moins, sinon 10, sinon 12, sinon 14, qui veulent le rejoindre. Même la Grande-Bretagne veut revenir. Donc, excusez-moi, je ne vois aucun critère qui m'amènerait... Enfin, l'AfD à 20% dans les sondages en Allemagne, c'est pas des pro-européens, quand même. C'est l'AfD et c'est 20%. Et c'est en Allemagne. Mais c'est que 20%. Et chez nous, le Rassemblement National, alors certes, ils ne disent plus qu'ils veulent sortir de l'Europe, mais... Il y a une dynamique. C'est pas des grands Européens non plus, le Rassemblement National. Pour l'instant, tous les sondages sérieux faits en Europe montrent qu'il y a entre 75 et 80% des Européens qui ne veulent pas remettre en cause le système européen. Je me console avec ça. Oui, c'est un sentiment européen qui n'est pas forcément, qui va pas forcément à rebours de l'Europe. On a bien vu l'évolution du Rassemblement National. L'appartenance à l'Union européenne est sans doute plus discuté du tout. Et par exemple, l'euro, qui a été intégré dans le programme du Rassemblement national, qui est un moment aussi décisif de ce point de vue-là. La question qui se pose, c'est est-ce que les Européens ont envie d'être une puissance ? J'allais dire un mot américain ou un mot anglais, le drive, c'est-à-dire ce qui vous conduit, la niaque, la niaque, oui, c'est ça. L'envie vraiment. C'est grec. Oui, mais en anglais, c'est grec. Alors, est-ce qu'ils ont envie, pas seulement d'être unis, mais aussi de gagner, ou alors est-ce qu'ils ont du mal à accepter de sortir d'une forme de confort, et le confort choisi après la Deuxième Guerre mondiale, et on comprend bien pourquoi, et qui finalement se perpétue et dans lequel on a du mal à sortir. C'est la transition qui est compliquée, Jacques Attali. Voilà, c'est qu'en fait, nos dirigeants depuis trop longtemps n'ont plus le sens du tragique. Or, l'histoire est tragique. Il faut répéter sans cesse tant que la guerre est possible en Europe, et que le pacifisme n'est pas une réponse, parce que le pacifisme, c'est la soumission. Et que la meilleure façon d'éviter la guerre, c'est d'être prêt à la faire et d'être crédible.
Donc il faut prendre conscience de ça. Le général chef d'état-major a employé une formule un peu maladroite quand il a dit qu'il faut que nos enfants soient prêts à mourir. Non, il faut que nous soyons prêts à mourir pour nos enfants, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais le fait que nous soyons prêts à mourir pour nos enfants est une évidence. Et se pose une question même plus banale, sommes-nous prêts à mourir pour la Lituanie? La réponse doit être oui, parce que si la Lituanie est prise, la Pologne sera prise, l'Allemagne sera prise, et c'est fini. Donc il faut infuser cette prise de conscience, et tout discours différent renvoie au discours qu'on entendait à partir de 1929-30 en France, quand on disait, bah oui, mais il n'y aura pas de deuxième guerre mondiale, ça ne sert à rien, on va s'entendre avec les Allemands, quels qu'ils soient, puis on a vu la suite. Mais il y a une suprématie de l'économie sur le politique et donc sur le tragique et qui domine en Europe, puisque les valeurs de l'Union européenne, c'est d'abord la libre circulation et le confort du consommateur. Et j'ai entendu quelque chose. Vous dites que la première valeur européenne, c'est le libre marché. C'est la valeur fondatrice, c'est la libre circulation des hommes et des biens. Qui nous unissent, qui sont autres que le... Non, mais je parle des principes, malgré tout. C'est un marché commun. C'est le marché commun. La production, c'était ça, exactement. La CK, et puis le marché commun, c'était ça. C'est une forme, c'est un raisonnement économique d'abord, qui se politise petit à petit, et qui aujourd'hui se trouve confronté à la nécessité d'être plus politique que jamais, avec des peuples qui peut-être résistent à cette politisation et qui n'ont peut-être pas envie de cela. Pas tout à fait, si je peux permettre. C'est politique depuis le début, avec un raisonnement tout à fait vicié qui consiste à dire que 50% des électeurs sont des travailleurs et 100% des électeurs sont des consommateurs. Ouais. Donc il faut favoriser les consommateurs. C'est un point de vue politique. Nous devons faire plaisir aux consommateurs. Donc libre commerce, libre échange, marché parfait, concurrence absolue, ce qui est tragique aujourd'hui. Ouais. Mais ce que j'ai montré dans l'article que vous avez bien voulu relever, c'est que malgré le fait qu'on n'a rien fait pour développer une industrie européenne, elle est là. Et en particulier dans des domaines vitaux. Nous sommes numéro 1 mondiaux dans un grand nombre de domaines, et militairement, on n'a rien à regretter et à craindre. Surtout quand on voit que les armements sont en train de basculer vers des armements radicalement nouveaux, et que là-dessus, les Américains, c'est pas un secret de dire, par exemple, que l'avion de combat américain, s'il devait décoller, il n'y en a qu'un sur 4 qui décolle. Il ne marche pas. Et est-ce que ce dont on parlait tout à l'heure, cette décision très attendue à Bruxelles, oui, la saisie des avoirs russes, vous semble être justement un indice du fait que l'Europe se fait confiance pour suppléer à l'absence américaine dans les mois qui viennent? Oui, d'abord, moi j'étais contre cette décision il y a quelque temps. J'étais contre parce que je trouvais que c'était remettre en cause la crédibilité du système financier européen que d'arbitrairement de prendre. Mais à partir du moment où, grâce à M. Trump nous a expliqué, écoutez, si vous ne prenez pas cet argent, c'est moi qui vais le prendre, ça devient évident, il faut le prendre. Puisqu'il a dit, moi, ne le prenez surtout pas parce qu'il est pour moi. Mais on serait vraiment les derniers des imbéciles à ne pas le faire. C'est un peu le problème, c'est que c'est quand même sous la contrainte qu'on réagit. Oui. Et on n'est pas à l'offensive, on est toujours sur la défensive. Il faut changer de... Oui, ce que suggère Elisabeth, je le partage, c'est aussi qu'on a l'impression que l'Europe a peur de la puissance. Oui, on vit dans un monde de puissance quand même. Alors nous, on a eu le Green Deal, il fallait organiser la décroissance, il fallait réduire le nucléaire, il fallait décélérer. Ça, vous parlez des décisions de la Commission européenne? Oui, de l'Europe en fait. Alors que vous dites, il faut affirmer notre puissance. Alors, oui, il faut... l'économie verte, c'est pas la décroissance, c'est une autre forme de croissance. Mais sur le reste, je suis d'accord avec vous. L'idée, c'était de faire décroître la production. Non. Le Green Deal, c'était ça. Non, de croître autrement par une économie verte. Non, c'est pas du tout réduire la production agricole de 20%. Oui, non, mais je parle de la production mondiale, la production globale. D'ailleurs, j'en profite pour crever un canard quand on dit que le niveau de vie des Européens est 60% inférieur à celui des Américains et que ça a baissé depuis 30 ans, c'est complètement faux. C'est parce qu'on calcule en valeur absolue et pas en valeur de pouvoir d'achat. En valeur de pouvoir d'achat, on est à 3% en dessous des Américains. Donc même sur ce critère de « Ah, l'Europe décline », c'est faux. C'est simplement faux. On peut regarder les vrais chiffres. Et il faut avoir confiance. Vous avez tout à fait raison. On n'a pas envie d'exercer le pouvoir. On est très content d'être les passagers clandestins de la liberté. Or maintenant, on ne peut plus être les passagers clandestins de la liberté. Nous, Français, nous sommes les passagers clandestins de l'euro, mais c'est une autre question. Mais l'Europe ne peut plus être le passager clandestin de la liberté.
Vous dites à la fin de la tribune qu'il faudrait presque remercier Trump, vous l'avez un peu évoqué, parce que dans le fond, c'est lui qui nous fait réagir. Alors, il nous menace de représailles en permanence. Encore récemment, vous parliez du digital. Là, on a besoin de se muscler. Sur le digital, il a encore déclaré il y a peu qu'il menaçait les entreprises françaises, comme les entreprises européennes, comme Mistral, effectivement, de représailles. Bon, voilà, on est aussi entre le marteau et l'enclume, Jacques Attali. Tout à fait. Mais ça a été dit avant même les présidentielles par M. Vance, alors soutien du candidat, quand il a dit si les Européens ne laissent pas M. Musk développer ses activités librement en Europe, nous sortons de l'OTAN. Ben, tout est dit dans cette phrase. Eh bien oui, sortez de l'OTAN, on fera sans vous. Si on n'est pas capable d'affronter, quand on ne cède pas à un chantage, on est bien plus fort que quand on est prêt à y céder. C'est-à-dire que parce que ce qu'on a vu d'abord chez les Européens, c'est dire, bon, on va quand même le flatter, on va quand même aller dans son sens, et puis on essaiera de limiter les dégâts. Vous dites ça, il faut arrêter tout de suite. Il faut arrêter tout ça, c'est fini. Quand on voit ce qu'il a été capable d'écrire avant-hier comme condoléances à un grand metteur en scène américain, Bob Rainer. On sait qu'on a un malade mental. Il faut expliquer que Bob Rainer et sa femme ont été assassinés Par leur fils dans leur maison de Californie, et que Trump a expliqué qu'il le méritait bien. Parce qu'il était anti-Trump. Parce qu'il était anti-Trump. Ce qui a quand même des mots effrayants. Et vous en concluez que... On a un malade mental qui d'ailleurs encore aujourd'hui a dit qu'il était prêt à faire un 3e mandat. C'est pas fini, Trump. Ouais. Alors, il a aujourd'hui des informations quand même qui montrent que son assise politique est en train de faiblir, et que ses midterms sont très inquiétants pour lui, qui commence à réagir, à réaliser, parce que évidemment l'augmentation des prix est très importante. Or, il a été élu par son électorat de base pour ça, qui trouve qu'il s'occupe beaucoup trop de l'Europe, enfin du reste du monde que des États-Unis. Et dans les cercles MAGA et dans les cercles trumpistes, là, il y a un petit problème. Et il y a même peut-être des changements de cap, parce qu'ils ont le sentiment qu'ils pourraient perdre les midterms. Ça va nous aider ? Ou du coup, on se dira, c'est plus la peine d'affirmer notre puissance, puisque celle des Américains est moins tonitruante à tout démontre que même s'il perd le Congrès, il perdra difficilement le Sénat, beaucoup plus difficilement, mais s'il perd la Chambre des représentants, ça ne change rien à sa folie, à son pouvoir, à la peur qu'il inspire à tout le monde, et au fait qu'il continuera à gouverner, et même s'il le veut, à briguer un 3e mandat. Mais vous croyez que vous le voyez rester à la Maison-Blanche à l'issue de son 2e mandat, et dire finalement, les élections, on s'en fout? Il l'a dit hier. Il a même commencé à faire du fundraising pour le 3e mandat. Il faut écouter ce qu'il dit. Et on a vu comment s'est terminé le premier. Il y a quand même eu l'assaut du Capitole. Encore aujourd'hui, il conteste d'avoir été battu. Donc Jacques Attali n'a pas tort, à mon sens, de dire que c'est plus tout à fait une démocratie que nous avons à faire. C'est vrai qu'il a quitté le pouvoir pacifiquement, lui, mais quand même, il a soutenu les assaillants du Capitole, et ensuite il les a tous graciés dès qu'il en a eu l'occasion. Enfin, on est sur des bases très 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 incertaines, et au fond, il joue publiquement, non seulement avec l'idée, mais avec le propos selon lequel il pourrait concourir à un 3e mandat, ce qui normalement, enfin en temps ordinaire, il y a encore 10 ans, un président qui aurait dit ça aurait suscité un tollé mondial en disant mais qu'est-ce que c'est quasiment l'annonce d'un coup d'État. Ça devient de plus en plus étrange quand même, la façon de Trump d'être aux commandes de ce qui fut la plus grande démocratie du monde. Dernier point, il ne cite jamais le mot démocratie dans ses discours. Les Américains nous avaient habitués depuis la Deuxième Guerre mondiale à se faire les défenseurs de la démocratie dans le monde. Lui, il ne défend ni la démocratie aux États-Unis, ni encore moins la démocratie dans le monde. C'est pour le moins inquiétant. C'est pour ça que vous nous dites qu'il faut faire, dans le fond, le deuil de l'Amérique qu'on a aimée. Il faut être lucide, se dire que maintenant c'est terminé, et c'est nous qui devons compter sur nous-mêmes, parce que l'Amérique qu'on a connue, celle de la démocratie, c'est fini. Maintenant, on est à l'Amérique du 19e siècle, les pionniers, la violence, etc. Disons que c'est fini pour le moment, mais on est tous ici, je pense, amoureux de l'Amérique, des Américains, de leur culture, de leur littérature, de leur cinéma, et qu'on peut espérer qu'un jour, ils sortiront de ce tunnel. Moi, ça fait 20 ans que je dis que l'Amérique sera un jour une dictature, parce que tous les pays démocratiques sont passés par une phase dictatoriale, mais la France aussi, la Grande-Bretagne aussi, l'Italie aussi, puis on en est sorti. Donc il y a une dictature aux États-Unis, elle ne durera pas 1000 ans. Voilà. Dictature. Oui, c'est une dictature. Tout simplement parce que tout le monde a peur.
Tout le monde a peur. Oui, tout le monde a Une peur. dictature, c'est effectivement la gouvernance par la peur, avec des mesures extraordinairement coercitives Oui, c'est le cas. sur tous les opposants, avec une limitation des droits c'est le cas. les plus fondamentaux. Et vous l'abolition des contre-pouvoirs, c'est ce que Ouais. fait Trump de semaine en semaine. Hein. Vous savez, son Il n'y est principal, pas encore complètement, mais c'est ce qu'il fait. L'ignorance du droit. son principal idéologue, Les décisions. qui s'appelle Curtis Yarvin, a dit, avant même son élection, oui, la Constitution américaine prévoit 3 pouvoirs, mais rappelez-moi, lequel de ces pouvoirs dispose de l'armée? Ça, c'est une phrase qu'Hitler aurait pu prononcer. Et donc, pour terminer, Jacques Attali, vous nous dites qu'il faut le faire. Vous y croyez vraiment ou pas au fait que l'Europe... C'est comme si vous me demandiez si je crois à la victoire de l'équipe de France dans un match de foot. C'est pas Ah bon, alors là, il faut vous m'expliquer l'analogie. Ben, l'analogie, c'est qu'on n'est pas spectateur du match, on est joueur. Si on Ouais. est spectateur du match, on se pose la question. Si on est joueur, on se pose pas la question. On essaye de gagner le match D'accord. Il vaut mieux être sur le terrain et essayer de que gagner le de match. Mais faire des pronostics. ma réponse, c'est que le match n'est pas perdu d'avance. Et encore pour finir, vous parliez de l'Italie tout à l'heure. Giorgia Meloni s'affirme comme leader européen, au-delà de ce qu'on a pu imaginer. Oui, mais c'est très différent de la situation française. D'abord parce que elle est accompagnée d'un homme exceptionnel qui est le plus grand de tous les Européens d'aujourd'hui, qui est M. Draghi, qui l'accompagne non pas parce qu'il est proche d'elle, mais parce qu'il veut sauver son pays et qu'il a fait le choix de l'aider. Il l'aide remarquablement. Parce que Mme Meloni, c'est pas du tout le Rassemblement national comme idéologie, qui est plutôt proche de Salvini que de Meloni. Donc on a quelqu'un qui est assez différent. Et donc il ne faudrait pas que les Français pensent que ce que Mme Meloni a fait, Mme Le Pen a fait, Mme Le Pen pourrait le faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jacques Attali.